Et bonjour et bienvenue sur un nouveau live sur un petit jeu qui va durer entre 30 minutes et 1 heure de ce que j'ai lu. Et sur Dagon, nouvelle de H.P. Lovecraft. Apparemment c'est une adaptation assez fidèle de la nouvelle. Et si vous ne connaissez pas, ou si vous êtes curieux d'entendre des nouvelles que vous avez peut-être pas eu l'occasion de lire ou quoi que ce soit, j'en profite pour vous conseiller la chaîne YouTube Lire Audio, lire comme l'instrument de musique qui est avec Carole, qui est une chaîne qui fait des audiobooks sur YouTube que vous pouvez écouter gratuitement. Il y a beaucoup de Lovecraft, il y a du Edgar Allan Poe, et en vrai c'est plutôt sympa, vous mettez ça le soir ou quand vous cuisinez, peu importe. C'est bien foutu, le rythme est cool. Alors il y a certains ouvrages qui sont un peu longs, donc ça fait des audios de plusieurs heures. Donc faut regarder avant de lancer quand même. Mais j'aime bien le concept, donc je me dis c'est l'occasion de faire connaître une chaîne qui est probablement pas très connue, en tout cas dans ma commune. Alors, Dagon est une adaptation interactive fidèle de l'œuvre de H.P. Lovecraft qui met l'accent sur son histoire et son ambiance. Il n'y a pas de choix difficile de séquences d'action ou de gestion des inventaires, les déplacements se limitent à la progression dans les lieux au fil de l'intrigue. En gros, ça va être un point and click. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. J'écris ces lignes dans un état de tension mentale considérable, car ce soir je ne serai plus. Au cours du jeu, vous rencontrerez des éléments interactifs. Certains d'entre eux vous permettront de poursuivre votre voyage, de vous révéleront des faits intéressants sur le récit original, son contexte historique et son auteur. Ah, il y a des anecdotes sur l'autre. Ok. Certains éléments sont cachés afin de trouver ces secrets. Soyez attentifs, vous devrez trouver les signes de l'aîné. Mais par contre, non, il n'y a pas de... Merde. Langage. Dommage. Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Sans dessous, la cour de la drogue, qui seule rendait ma vie supportable. Je ne peux plus supporter cette torture, et pour cette raison, je me mettrai bientôt de la fenêtre de cette mansarde donnant sur une rue sordide en contrebas. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. Ne croyez pas que ma dépendance à la morphine fasse de moi un faible ou un When you have dégénéré. read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. Je suis en train de penser à un truc, je peux peut-être enlever carrément la voix. Vu que de toute façon je relis pour les sous-titres. Lorsque vous aurez lu ces quelques pages griffonnées à la hâte, vous devinerez peut-être, mais ne comprendrez jamais tout à fait la raison pour laquelle je dois oublier ou mourir. La morphine. Utilisée depuis le 19e siècle, la morphine a été administrée de manière systématique pour traiter les douleurs intenses pendant la guerre civile américaine 1861-1865 et la Première Guerre mondiale 1914-1918. Elle était également en vente libre, en vente libre jusqu'en 1914. La morphine est devenue de plus en plus populaire après l'invention de la seringue hypodermique vers 1854. Friedrich Serturner, qui a été le premier à isoler la substance, l'a initialement nommé morphium, d'après Morphée, du grec associé au rêve. À l'époque où Dagon a été publié, la consommation abusive de morphine, connue sous le nom de maladie du soldat, posait déjà un gros problème aux États-Unis. Tant que j'y suis, il y a une série intéressante sur les débuts de la médecine moderne, on va dire, avec Clive Owen, je retrouve le titre, qui évoque le problème
de la morphine de l'époque aussi. The Nick, K-N-I-C-K, si vous connaissez pas. C'est plutôt cool, plutôt court aussi, je crois il y a 2 saisons de peu d'épisodes. Très intéressant. Et ouais, ça va être un live où je vais beaucoup parler de trucs annexes aussi, s'il y a des références, des conneries comme ça. Vous pouvez lire immédiatement les informations, on s'en... Non, tu me les affiches lors de leur découverte. C'est dans l'une des parties les plus exposées, les moins fréquentées du vaste Pacifique que le navire dont j'étais le supercargo a été victime du raider allemand. Les deux. Ah oui, on est vraiment sur du narratif. La Grande Guerre n'en était alors qu'à ses débuts, et les forces ossaniques des Huns n'avaient pas encore complètement sombré et connu leur déchéance ultérieure. De sorte que notre navire a été considéré comme une prise légitime, tandis que nous, son équipage, avons été traités avec toute l'équité et la considération qui nous était due en tant que prisonniers de guerre. Il est joli le jeu. Très très joli. Les Huns étaient des nomades d'Asie centrale qui ont établi une domination en Europe et envahi l'Empire romain au 5e siècle de notre ère. Ils étaient connus pour être des guerriers brutaux et mortels et pour être les maîtres des attaques éclairs. Ils ont également développé des arcs composites puissants, des lassos et les premières armes de siège. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont utilisé le mot « Hun » pour désigner les Allemands, afin de mettre l'accent sur leur brutalité. Toutefois, le terme est né lorsque l'empereur allemand Guillaume II prononça un discours devant ses troupes le 27 juillet 1900, avant l'embarquement pour la Chine. Je savais pas qu'ils appelaient les Allemands les Huns. Après, j'avoue, on parle assez peu de la Première Guerre mondiale. On nous parle surtout de la Seconde. Si vous rencontrez l'ennemi, vous le vaincrez, et il n'y aura pas de quartier, il ne fera pas de prisonniers. Celui qui tombera entre vos mains sera perdu. De même qu'il y a 1000 ans, les Huns, sous la direction de leur roi Attila, se firent un nom qui, aujourd'hui encore, leur confère une certaine puissance dans l'histoire et la légende. Puissiez-vous prononcer le mot allemand de telle manière en Chine qu'aucun Chinois n'osera plus jamais regarder un Allemand de travers. Le refus de faire des prisonniers constitue une violation manifeste des lois et coutumes de la guerre adoptées lors de la deuxième convention de la Haye de 1899. La discipline de nos ravisseurs était si souple que 5 jours après notre capture, je parvins à m'échapper, seul dans un petit bateau, avec de l'eau et des provisions pour un bon moment. Je regarde autour s'il n'y a pas des infos annexes comme on a sur les ruines, sur machin. J'ai l'impression qu'il n'y en aura pas sur tous les tableaux. Quand finalement je fus libéré et que je me suis retrouvé à la dérive, je n'avais qu'une faible idée de ce qui m'entourait. N'ayant jamais été un bon navigateur, je ne pouvais que deviner vaguement, d'après le soleil et les étoiles, que je me trouvais un peu au sud de l'équateur. Je ne savais rien de la longitude et aucune île ou ligne de côte n'était en vue. Bah t'es pas dans la merde mon gars. Par contre vraiment je trouve les images elles sont très très belles. Il continua de faire beau, et pendant d'innombrables jours je dérivais sans but sous le soleil brûlant, attendant soit un navire de passage, soit d'être rejeté sur les rives d'une terre habitable. Mais ni navire, ni terre n'apparaissaient, et je commença à désespérer de ma solitude face aux vastes étendues de bleu ininterrompues. Ça s'est passé pendant que je dormais. Je ne saurai jamais en détail ce qui s'est produit, car mon sommeil, bien que troublé et infesté de rêves, était profond.
Quand finalement je me suis réveillé, je me trouvais à moitié englouti dans une immense nappe gluante de boue noire infernale qui s'étendait autour de moi, ondulant de manière monotone à perte de vue. Comment ça t'as pas le son? Bordel de merde! Pas le son de... Ah non, toi t'as pas le son, putain. Je croyais que t'avais pas le son sur la capture, désolé. Du coup sur le replay YouTube, excusez-moi, là il y a un petit trou parce que pendant le live je réponds à l'écrit. Enfin, vous l'aurez pas à l'écran pour éviter de rajouter trop d'infos à l'écran. Alors, quand finalement je me suis réveillé, je me trouvais à moitié englouti dans une immense nappe gluante de boue noire infernale qui s'étendait autour de moi, ondulant de manière monotone à perte de vue. Et mon bateau était échoué plus loin. On pourrait imaginer que ma première sensation a été l'émerveillement devant une transformation aussi prodigieuse et inattendue du paysage. J'étais en réalité plus horrifié qu'étonné. Car il y avait dans l'air et dans cette boue putréfiée quelque chose de sinistre qui me glaçait le sang. La zone était couverte de carcasses de poissons en décomposition, et bien d'autres choses moins faciles à décrire, que je voyais surgir de cette boue répugnante formant une plaine sans fin. Sans doute ne devrais-je pas espérer pouvoir transmettre par de simples mots l'indicible horreur qui pouvait régner dans le silence absolu et l'immensité stérile. On n'entendait rien, et on ne voyait rien d'autre qu'une vaste étendue de boue noire. Pourtant, le silence absolu et l'homogénéité de ce paysage me pressaient au point de me donner la nausée. Le soleil brillait dans un ciel lugubre, qui me semblait presque noir, dénué de nuages comme s'il reflétait le marais noir qui se trouvait sous mes pieds. Ah. Les origines de Dagon. Dagon semble s'inspirer de Fished, un court roman d'Irving S. Cobb sur les affinités contre nature entre un imbécile métis et les étranges poissons d'un lac isolé. Supernatural Horror in Literature, H.P. Lovecraft. Et oui, du coup, désolé, hein, forcément, il y a des termes qui peuvent être choquants. C'est vrai que je lis sans forcément censurer quoi que ce soit. Mais Lovecraft semblait être un raciste très très con. Avec pas mal de N-word dans ses textes et ce genre de choses. Donc, encore une fois, je suis désolé pour ceux que ça choque. Mais enfin, voilà, c'est les termes utilisés par l'auteur à l'époque. Et du rêve que fit Lovecraft d'une île étrange émergeant de l'océan et de lui rampant dans la base qui en recouvrait la surface. J'ai rêvé de cet horrible voyage où je rampais, et je peux même encore ressentir la base qui m'aspirait. À la défense de Dagon, H.P. Lovecraft. L'intérêt de Lovecraft pour ce sujet provenait de son aversion pour les poissons et les odeurs de la mer, selon ses propres mots. Je déteste les poissons, et j'ai peur de la mer et de tout ce qui s'y rattache depuis l'âge de 2 ans. Mais je ne me rappelle pas quelle est cette expérience lointaine qui a fait naître en moi une aversion aussi profonde et durable pour la mer et les fruits de mer.
L'habitant des ténèbres, Lovecraft, 1925. C'est pour ça que beaucoup de ces textes, du coup, tournent autour de ça. Parce que l'appel de Cthulhu, c'est pareil. C'est sur un bateau, si je me souviens bien. En rampant jusqu'au bateau échoué, je réalisais qu'une seule théorie pouvait expliquer cette situation. À la suite d'un soulèvement volcanique sans précédent, une partie du plancher océanique devait avoir été projetée à la surface, exposant des régions qui, pendant d'innombrables millions d'années, étaient restées cachées sous d'insondables profondeurs aquatiques. Cette nouvelle terre qui s'étendait sous mes pieds était si vaste que je ne parvenais pas à percevoir le moindre bruit de l'océan déchaîné, même si je tendais l'oreille. Il n'y avait pas non plus d'oiseaux marins venus s'attaquer aux cadavres gisants. Pendant plusieurs heures, je suis resté assis à réfléchir, à ruminer sur le bateau qui était couché sur le côté et offrait une légère ombre lorsque le soleil se déplaçait dans les cieux. Au fur et à mesure que la journée avançait, le sol perdait en partie de sa viscosité et semblait pouvoir sécher suffisamment pour me permettre de se déplacer rapidement. Cette nuit-là, j'ai peu dormi. Et le lendemain, je me préparais un sac contenant de la nourriture et de l'eau, dans l'optique d'un voyage par voie terrestre, à la recherche de la mer disparue et d'un éventuel sauvetage. Au troisième matin, le sol était assez sec pour qu'on puisse y marcher facilement. L'odeur de la chair de poisson était insupportable, mais j'étais trop préoccupé par des choses plus graves pour me soucier d'un mal aussi léger et entrepris ardemment d'atteindre un but inconnu. Tout au long de la journée, je progressais résolument vers l'ouest, guidé par un hummock lointain qui s'élevait plus haut que tout ce qui se trouve dans ce désert vallonné. Un hummock? Ça doit être ça du coup. C'est la première fois que je vois ce mot. Cette nuit-là, je campais, et le jour suivant, je continuais à me diriger vers la butte, bien que cet objet ne semblait guère plus proche que lorsque je l'avais aperçu pour la première fois. Le quatrième soir, je parvins à la base du monticule qui s'avéra être beaucoup plus haut qu'il ne l'avait semblé de nous. Une vallée l'entourait en lui donnant ainsi un relief plus prononcé que le reste du paysage. Trop fatigué pour monter, je dormis à l'ombre de la colline. Je ne sais pas pour quelle raison mes rêves furent si tourmentés cette nuit-là. Mais avant que la lune décroissante et superbement gibbeuse ne se soit levée loin au-dessus de la plaine orientale, je me réveillai en sueur, bien décidé à ne plus dormir. Les visions que j'avais eues étaient trop pénibles pour que je les supporte à nouveau. Et à la lueur de la lune, je compris combien j'avais été imprudent de voyager de jour. Sans le rayonnement aveuglant du soleil brûlant, mon voyage m'aurait coûté moins d'énergie. Bah oui, logique. En effet, je me sentais maintenant tout à fait capable d'effectuer l'ascension qui m'avait pourtant découragé au coucher du soleil. Prenant mon sac, je me mis en route pour rejoindre la crête de l'éminence. Il n'y a rien d'autre. J'ai mentionné précédemment que la monotonie ininterrompue de la plaine vallonnée était pour moi source d'angoisse. Mais je pense que mon horreur fut encore plus grande lorsque je parvins enfin au sommet du monticule et que je découvrais de l'autre côté un gouffre ou un canyon incommensurable.
dans les sombres coins n'était pas encore éclairé par la nuit. J'eus la sensation de me trouver à la limite du monde, regardant par-dessus le bord vers un chaos insondable de nuit éternelle. Ma terreur était animée par de curieuses réminiscences du paradis perdu et de la terrible ascension de Satan dans les royaumes primitifs des ténèbres. Alors que la lune montait plus haut dans le ciel, je constatais que les pentes de la vallée n'étaient pas aussi raides que je ne l'avais imaginé. Des corniches et des affleurements rocheux offraient des prises de pied assez faciles pour une descente, tandis que la pente devenait très graduelle après quelques centaines de mètres de dénivelé. Poussé par une impulsion que je ne saurais expliquer avec certitude, je descendis avec difficulté les rochers et me retrouvai sur la pente plus douce contrebas. Regardant dans les profondeurs du Styx où aucune lumière n'avait encore pénétré. Tout à coup, mon attention fut captée par un objet aussi grand que singulier sur le versant opposé qui s'élevait en pente raide à une centaine de mètres de moi. Un objet qui brillait d'un éclat blanc sous les nouveaux rayons de la lune montant. Je vois rien. Je compris rapidement que ce n'était qu'un gigantesque rocher. Mais j'avais la nette impression que son contour et sa position n'étaient pas tout à fait l'œuvre de la nature. Un examen plus attentif fit surgir en moi des sensations que je ne saurais exprimer. Car en dépit de son énorme envergure et de son emplacement au fond d'un abîme qui existe depuis que le monde est monde, je réalisais sans aucun doute que l'objet étrange était un monolithe bien formé, dont la masse imposante avait été façonnée et peut-être adorée par des créatures vivantes et pensantes. Abasourdi et effrayé, mais non sans un certain frisson de plaisir propre aux scientifiques ou à l'archéologue, je scrutais mon environnement de plus près. La lune, maintenant proche du zénith, brillait étrangement et vivement au-dessus des pentes abruptes qui délimitaient le gouffre, et révélait la présence d'une vaste étendue d'eau qui coulait au fond, serpentant hors de vue dans les deux directions et clapotant presque à mes pieds tandis que je me tenais sur la pente. De l'autre côté du gouffre, les vaguelettes arrosaient la base du monolithe cyclopé, sur la surface duquel je pouvais maintenant distinguer des inscriptions et des sculptures grossières. Les écritures étaient constituées d'un système de hiéroglyphes que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vu dans les livres, composés pour la plupart de symboles aquatiques conventionnels tels que poissons, anguilles, pieuvres, crustacés, mollusques, baleines, etc. Certains symboles représentaient manifestement des créatures marines inconnues du monde moderne, mais dont j'avais pu observer les formes décomposées sur la plaine émergée de l'océan. Ce sont bien les sculptures picturales, cependant, qui ont exercé le plus d'attraction sur moi. Dagon contient de nombreux thèmes et méthodes de narration que Lovecraft développera dans ses œuvres ultérieures, comme par exemple raconter l'histoire à travers des sculptures, à The Mountains of Madness, Nameless City, des journaux et des notes de personnages, The Shadow of Time, The Hunter of the Dark, des îles émergentes de l'océan, The Call of Cthulhu. Ah, du coup, j'avais raison. Il se passe bien au milieu de l'océan aussi, celui-là. Ça fait longtemps que, du coup, je l'ai écouté sur la chaîne Nirodio dont je vous parlais au début. Ça fait un moment. J'écoutais ça quand j'étais au taf. Ou encore des êtres et des divinités fictifs, basés sur des événements réels et des mythes. Migo dans The Whisper in Darkness. Il est également considéré comme l'origine du populaire mythe de Cthulhu. Certaines des autres histoires de Lovecraft se concluent également d'une manière similaire à Dagon.
Mais ne dévoilons pas trop de détails pour ne pas en gâcher la fin. Question con d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a un recueil de... Je veux dire de toutes les œuvres de Lovecraft? J'imagine que non, ça doit être énorme. Mais les nouvelles courtes. Les bas-reliefs dont les sujets auraient attisé les convoitises d'un doré étaient bien visibles, même à travers l'eau, en raison de leur taille énorme. Je pense que les choses étaient censées représenter des hommes, du moins un certain type d'hommes, bien que les créatures apparaissaient telles des poissons se débattant dans les eaux d'une grotte marine, ou rendant hommage à un sanctuaire monolithique qui semble également se trouver sous les flots. Je n'ose pas décrire en détail leur visage et leur forme, car le simple fait de m'en souvenir me fait défaillir. Grotesque au-delà de l'imagination d'un Poe ou d'un Bulwer. Ils avaient une silhouette humaine, dans ses grandes lignes, malgré des mains et des pieds palmés, des lèvres scandaleusement larges et flasques, des yeux vitreux et globuleux et d'autres caractéristiques particulièrement pénibles à ce moment. Curieusement, ils semblaient avoir été sculptés de manière disproportionnée au regard de la scène qui les entourait. En effet, l'une de ces créatures était représentée en pleine action de tuer une baleine qui n'était guère plus grande qu'elle. Je remarquais, comme je l'ai dit, leur caractère grotesque et leur taille étrange. Mais en un instant, je décidai qu'ils étaient probablement simplement les dieux imaginaires de quelques tribus primitives de pêcheurs ou de marins. Une tribu dont les derniers descendants avaient péri désert avant la naissance du premier ancêtre de l'homme de Piltdown ou de Néandertal. Un aperçu inattendu d'un passé dépassant les limites de l'imagination de l'anthropologue le plus audacieux. Je restais là, à réfléchir, tandis que la lune jetait des reflets bizarres sur la rivière silencieuse devant moi. Et puis soudain, je le vis. Dans un léger remous signalant sa remontée à la surface, la chose apparut au-dessus des eaux sombres. Immense, semblable à Polyphème et répugnant, elle se dirigeait vers le monolithe, tel le monstre abominable hantant tous les cauchemars, agitant ses gigantesques bras et cailloux autour du rocher, tout en inclinant sa tête hideuse en émettant certains sons cadencés. Je pense que c'est à ce moment-là que je perdis la tête. De mon ascension frénétique de la falaise et de mon retour délirant vers le bateau échoué, je me souviens peu. Je crois que je chantais beaucoup et que je riais bizarrement lorsque je ne pouvais pas chanter. J'ai des souvenirs indistincts d'une grande tempête, quelque temps après avoir atteint le bateau. En tout cas, je suis certain d'avoir entendu des coups de tonnerre et d'autres sons que la nature n'aimait que dans ses humeurs les plus sauvages. Quand je suis revenu à moi, je me trouvais dans un hôpital de San Francisco. J'avais été amené par le capitaine du navire américain qui avait récupéré un bateau au milieu de l'océan. Dans mon délire, j'avais dit beaucoup de choses, mais je constatais que personne n'avait prêté attention à mes paroles. Les sauveteurs ne savaient rien d'un quelconque bouleversement terrestre dans le Pacifique, et je ne jugeais pas nécessaire d'insister sur un point que je savais pertinemment qu'ils ne pouvaient pas croire. Lovecraft était une figure importante dans le monde du journalisme amateur en 1915. Il a lancé la publication de son propre journal intitulé The Conservative, qui contenait des commentaires politiques et sociaux, des poèmes, des nouvelles et des critiques littéraires écrits par lui et d'autres auteurs. Howard était un fin connaisseur des mots, mais il prenait aussi la critique à cœur, ce qui l'a amené à abandonner l'écriture des poèmes pour se concentrer de nouveau sur la fiction étrange, et ce pour la première fois depuis son adolescence. Dagon, publié en 1919,
est l'une des nouvelles écrites pendant cette période. Dans cet extrait de The Conservative, le maître de la fiction d'horreur explique sa position à l'égard de la guerre et de l'idée de paix mondiale. La raison pour laquelle un être humain sain d'esprit peut croire en la possibilité d'une paix universelle dépasse l'entendement des conservateurs. Si l'ensemble du monde civilisé acceptait simultanément de désarmer une ou plusieurs nations, conserverait sans doute des armements secrets, et au moment opportun, profiteraient de leurs contemporains plus altruistes et moins avisés pour se lancer dans une folle carrière de conquête contre des victimes désarmées. Aucun pays n'est ni ne pourra jamais être au-dessus de la guerre, tant que les impulsions fondamentales de l'animal qu'est l'être humain n'auront pas miraculeusement changé. Là-dessus, il avait pas tort. Malheureusement. C'est très moche. Entre la couverture en nappe de pique-nique et les carreaux verts. Bon. Un jour, je partis à la recherche d'un célèbre ethnologue. Et le divertis avec mes questions particulières concernant l'ancienne légende philistine de Dagon, le dieu poisson. Dagon était la principale divinité des Philistins, vénérée dans tout le Moyen-Orient comme l'ancien dieu de la fertilité et des récoltes. En hébreu, le mot Dagan était un nom commun pour le grain. Les souverains d'Akkad, Mésopotamie, l'ont choisi comme protecteur de leur conquête guerrière. Il apparaît également comme le juge des morts dans un poème assyrien et comme un gardien de prison du monde souterrain dans l'un des textes babyloniens. Il est souvent pris à tort pour un dieu poisson en raison de la mauvaise interprétation de son nom, car en hébreu, le mot Dag signifie poisson. Dans les œuvres de H.P. Lovecraft, Dagon est une divinité sous-marine qui règne sur les Deep Waters, une race humanoïde aux traits de poisson qui réside dans les océans. Il est vénéré par un culte secret appelé l'ordre ésotérique de Dagon. Et coucou Xixi, excuse-moi, je finissais de lire le texte pour éviter de couper en plein milieu. Ça va ? Petit joli. Bon écoute, on fait aller. Hein. Merde, c'est tout. Bon bah, let's go. Non mais de toute façon, il n'y a plus grand monde qui vient sur les lives dans tous les cas. Attends, j'ai fait un live hier. Ah oui, putain. Oui. Je perds la notion du temps. Ayant vite compris qu'il était désespérément conventionnel, je n'insistais pas. Tu vois ça? Ouais, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était avant-hier. En ce moment, je perds un peu la notion du temps. Auguste Derleth et le mythe de Cthulhu. Auguste Derleth était un écrivain et un anthologiste américain. Il s'est également lié d'amitié avec Lovecraft et a publié nombre de ses œuvres par le biais de sa société Arkham House. Bien qu'il ait largement contribué à la popularisation des œuvres de l'auteur après sa mort, il est entouré de nombreuses controverses. L'une des décisions les plus discutables a consisté à introduire la doctrine du bien contre le mal. Derleth était un fervent catholique, dans le mythe de Cthulhu, ce qui contrastait avec la vision du monde de Lovecraft et son approche de l'horreur cosmique. En conséquence, les œuvres de l'auteur sont souvent mal comprises et mal représentées dans la culture contemporaine. Il convient également de noter que Lovecraft n'a jamais été réellement intéressé par la création d'une mythologie et que le terme mythe de Cthulhu a été inventé par Derleth après que l'auteur eut quitté le monde des mortels. Je trouve ça assez fou qu'on arrive à détourner l'œuvre de quelqu'un. Genre, ça serait des textes très très vieux et avec le temps ils se sont perdus, mais là on parle de quoi, 100, 120 ans?
pour nous, pas à l'époque où ça a été détourné. Je trouve le principe pas ouf quoi. C'est la nuit, notamment lorsque la lune est gibbeuse et décroissante, que je vois la chose. J'ai essayé la morphine. Mais la drogue n'a apporté qu'un soulagement passager et m'a entraîné dans ses griffes comme un esclave sans espoir. Je dois donc en finir, maintenant que j'ai terminé de rédiger un compte rendu complet pour informer ou amuser mes semblables méprisants. Lovecraft détestait le tabac, bien qu'il ait fumé à l'âge de 12 ans. Encore une fois, on parle de fin 1800, début 1900, c'était une autre époque. Pour ressembler à un adulte et se sentir comme tel. Dans sa correspondance avec son ami Reinhard Kleiner, il affirme avoir arrêté dès qu'il a commencé à porter des pantalons. Il avait également un avis très tranché sur l'alcool, comme en témoigne sa lettre à Zalia Brown, datée du 13 février 1928. Quant à la question de la boisson, je n'ai jamais goûté de liqueur enivrante, et je n'en ai jamais eu l'intention. J'ai un fort dégoût esthétique pour tout ce qui émousse ou dégrade le délicat équilibre naturel de l'intellect et de l'imagination de l'homme évolué. La consommation d'alcool a éveillé en moi un sentiment de répugnance. C'est pourquoi je ne bois pas. Je laisse le troupeau faire ce qu'il veut. Je suis plutôt en faveur de la prohibition. La prohibition d'une force antisociale aussi bien que d'une autre. Source: L'Esprit de la Révision, Lettre de Lovecraft à Zalia Brown, Reed Bishop, H.P. Lovecraft, Sean Branney et Andrew Lehman. S.T. Joshi. Et comme je disais, c'était pas forcément quelqu'un avec de super idées. Encore une fois, la prohibition, ça a pas très bien marché. Heureusement. Je me demande souvent si tout ça n'aurait pu être qu'un pur fantasme. Un simple accès de fièvre alors que j'étais allongé, frappé par le soleil et délirant dans le bateau à ciel ouvert après mon évasion du navire allemand. C'est ce que je me demande, mais une vision hideusement vivante se présente toujours à moi en réponse. Je ne peux pas penser aux profondeurs de la mer sans frémir devant les choses sans nom qui peuvent en ce moment même ramper ou patauger sur son lit gluant. Vénérant leurs anciennes idoles de pierre, sculptant leurs propres ressemblances détestables sur des obélisques sous-marins de granit détrempé. Je rêve d'un jour où ils pourront s'élever au-dessus des flots pour traîner dans leurs serres puantes les restes de l'humanité chétive et épuisée par la guerre. D'un jour où la terre sombrera et où le sombre fond de l'océan remontera à la surface dans un pandémonium universel. La fin est proche. J'entends un bruit à la porte semblable à celui d'un immense corps rampant qui s'y heurte. Il ne me trouvera pas. Dieu, cette nuit. La fenêtre. La fenêtre. Ok. Bizarre l'ambiance. Bah, c'est une adaptation d'un texte de Lovecraft. Donc, du coup, ambiance chelou. Mais ce qu'ils disaient au début, ils ont fait une adaptation très très fidèle. J'ai bien aimé le concept. C'est très court. On a mis quoi, peut-être 1 heure à tout péter, et encore.
Mais il a pas mal de textes assez courts et ça pourrait être intéressant de voir plus d'adaptations comme ça. C'est pas vraiment un jeu, on est... And scary stories have been accompanying men for centuries. They have many faces and forms, but what is their purpose? Why do we enjoy being afraid so much? During our therapy, I'll try to... Ah oui, non, d'accord, ça c'est... plus pour un autre jeu. Laisse-moi partir! Du coup, ouais, c'est ce que je disais, c'est plutôt sympa, c'est pas vraiment un jeu, on est plus sur une narration vaguement interactive. Encore très peu, mais j'aime bien. C'était sympa, ça changeait d'habitude. C'est un peu plus posé. Court, parce que aujourd'hui je comptais pas faire un live très long. Parce que je pensais m'occuper de ma bagnole, au final ça m'a pris 5 minutes avant de lancer. Mais voilà pour Dagon. Donc encore une fois, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est la fin du replay. Merci d'avoir regardé et à bientôt.